Thanks a lot, merci beaucoup. J'ai fait des diapos plutôt en anglais, donc je vais parler français principalement. So most of my slides are in English, so I will speak French most of the time. Sorry for that. So my talk is about TB and HIV only in adults. I won't speak about children. Donc je parlerai pas du tout d'enfants et mon topo sera seulement consacré à l'adulte. So I got nothing much to declare. I know a big conflict of interest. Donc l'OMS a édité chaque année un rapport et le dernier rapport a été édité il y a 3 semaines et vous montre les nouveaux chiffres pour la tuberculose. So this is the very last Global TB report published less than 1 month ago. So you have the new update about the key numbers, but previous speakers already mentioned that. Donc vous voyez que globalement, en fait, 10% des cas de tuberculose dans le monde surviennent chez des patients infectés par le VIH. Et par contre, en termes de mortalité, vous voyez que les patients VIH positifs constituent bien plus que 10% de la mortalité totale. Et le risque de développer une tuberculose, parmi les 37 millions de personnes qui actuellement vivent dans le monde avec le VIH, il est 21 fois plus élevé que pour le reste de la population mondiale. Si vous prenez une cohorte de patients tuberculeux, infectés par le VIH ou non infectés par le VIH, vous voyez que globalement, le taux de succès est un peu moins bon chez les patients VIH+, mais surtout, le gros problème, c'est la mortalité, et vous voyez que dans une cohorte de patients tuberculeux non infectés par le VIH, on a à peu près 3% de mortalité, alors que chez les patients co-infectés, la mortalité dépasse 10%, en fait. Donc j'aime bien montrer ces diapositives. So I like to show this kind of slides. They are a bit provocative. C'est la description du monde en fait en fonction des densités du paramètre qu'on examine. Donc si vous regardez le monde exprimé en termes de densité médicale, voilà le monde dans lequel on vit actuellement. Si vous regardez par contre la même carte du monde en fonction du nombre de cas de tuberculose, globalement, voilà l'ampleur du problème. Vous voyez que l'Europe et les États-Unis ne représentent rien dans cette carte du monde. Les morts liés à la tuberculose, exactement pareil. Vous voyez l'Afrique et l'Asie. Nous, on ne représente strictement rien en termes de mortalité. Et c'est encore plus vrai sur les décès liés au VIH/SIDA. Et vous voyez que l'Afrique paie un énorme tribut dans ce type de maladie. Donc il faut bien garder ces chiffres en tête quand on fait ce genre de topo, et quand on est médecin et notamment pneumologue, de bien avoir ça en tête aussi quand on s'occupe des patients et qu'on veut travailler un peu sur ce sujet. Ça c'est un papier qui a été récemment publié sur toutes les causes de mortalité dans le monde, comparé entre 1990, 2006 et 2016. So I won't be that optimistic about main causes of death, because it's true that in high balance, so high income settings, TB and HIV is not a problem anymore. But in the top 30 low resource selling countries, you see that TB remains the 7th cause of death, and it did not change over the last 25 years. Ça n'a pas changé sur les 25 dernières années. La tuberculose reste la 7e cause de mortalité dans le monde, dans les pays les plus défavorisés. Et vous voyez que le VIH/SIDA est la 4e cause maintenant de mortalité. HIV/AIDS is the 4th cause of mortality in those settings. Donc le premier point sur lequel je veux insister, c'est la chimioprophylaxie par isoniazide. C'est quelque chose de très particulier dans la co-infection TB/VIH. C'est ce qu'on appelle en anglais IPT. Donc je vous ai montré que plus de 80% des cas de tuberculose surviennent en Afrique et en Asie, donc c'est une situation très paradoxale, puisque c'est les continents les plus touchés également par l'infection VIH, et pourtant il n'y a pas de possibilité de réaliser des dépistages à large échelle. Donc il faut utiliser cette chimioprophylaxie, on a un niveau de preuve très élevé, je vais vous le montrer après, des recommandations claires chez les personnes vivant avec le VIH, et pourtant ces recommandations sont peu mises en place. So this is a paradoxical situation where there is a high evidence for IPT to be effective, although not being put in place all over the world.
Donc le risque de développer une tuberculose est beaucoup plus élevé quand on est infecté par le VIH par rapport à un sujet non infecté par le VIH. Vous connaissez en tant que pneumologue les chiffres classiques de passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie. En gros, on dit qu'on a à peu près 10% dans toute sa vie de risque de passer de la tuberculose infection à la tuberculose maladie. En revanche, quand on est infecté par le VIH, ce risque il est de 10% chaque année, pas pour toute sa vie, mais chaque année. Et donc il y avait une revue Cochrane déjà ancienne, publiée en 2010, qui montrait que le traitement de la chimoprophylaxie par isoniazide, donc quand vous êtes infecté par la tuberculose mais non malade, évite largement le passage de l'infection à la maladie, bien qu'à l'époque il n'y ait pas d'effet démontré sur la mortalité. On va voir que ça a changé récemment. So this is an old Cochrane review focusing on the interest of treatment of LTBI, although at that time there was no evidence for a dramatic effect on mortality. This has changed recently and I will show you that in a minute. Donc les recommandations actuelles de l'OMS pour prendre en charge ces patients infectés par le VIH et pour se poser la question d'une chimoprophylaxie par isoniazide datent de 2010. J'ai fait partie de ce comité qui a édité ces recommandations. On a édité 7 recommandations pour les adultes et 5 pour les enfants. Je ne vais pas les détailler, mais la première chose, c'est d'être bien sûr qu'on n'ait pas affaire à des patients malades de la tuberculose. Il faut d'abord éliminer une tuberculose maladie. On ne peut pas envisager de donner une chimoprophylaxie à des gens pour lesquels on n'est pas absolument sûr qu'ils ne soient pas malades. Donc il y a un algorithme classique que je ne vais pas détailler. Une fois que vous êtes sûr que les patients VIH+ n'ont pas la tuberculose, eh bien en fait il faut leur donner une chimoprophylaxie, que vous ayez ou non leur statut par intradermoréaction ou maintenant quantiféron test ou T-spot TB test. Et cette durée de traitement doit être au minimum de 6 mois. Donc ça c'est des recommandations de 2010. L'IDR, l'intradermoréaction, n'est pas un prérequis pour initier cette chimoprophylaxie. Et évidemment, les gens à l'époque qui avaient un test IDR positif bénéficiaient plus de ce traitement préventif que les autres. La dernière recommandation est importante, c'est-à-dire que le fait de donner cette chimoprophylaxie n'augmente pas le risque de développer ensuite des tuberculoses résistantes à l'isoniazide. En tout cas, ce n'est pas ça qui doit freiner le développement de cette pratique. Donc depuis ces recommandations Princeps de l'OMS de 2010, 3 grands essais randomisés ont été publiés. Donc le premier a été réalisé en Afrique du Sud, à Cape Town, dans une clinique de mise en route du traitement antirétroviral. La tuberculose maladie était éliminée d'emblée comme il est de bonne pratique. Tous les patients étaient interrogés sur leurs symptômes et avaient systématiquement 2 examens de crachat pour un examen direct et une culture systématique. Donc une fois que cette tuberculose était éliminée, on randomisait les patients entre 12 mois de chimoprophylaxie par isoniazide versus rien, c'est-à-dire du placebo, avec comme critère de jugement principal le développement d'une tuberculose maladie, d'une tuberculose active. Vous voyez au passage qu'à peu près 30% de la population était IDR positif ou test IGRA positif. Voilà le critère de jugement principal, donc sur la probabilité de développer une tuberculose au fil du temps. Les gens qui recevaient du placebo avaient une chance plus élevée de développer une tuberculose que les gens qui avaient reçu cette chimoprophylaxie. Donc la chimoprophylaxie était bénéfique dans cette population. En revanche, il n'y avait pas d'effet sur un critère de jugement secondaire qui était la mortalité. Le deuxième essai a été publié en 2011 et a été conduit au Botswana. C'est une étude qui a comporté presque 2000 patients inclus. Je passe très vite. L'effet a été positif là aussi sur le développement de la tuberculose. Donc les gens qui recevaient une chimoprophylaxie, cette fois intense, continue pendant 36 mois, avaient moins de chances de développer une tuberculose que ceux qui ne l'avaient reçue que pendant 6 mois. Là aussi, pas d'effet sur la mortalité. Une chose intéressante était l'analyse du résultat de cette étude en fonction de l'IDR initial. Et vous voyez qu'ici, il y a une courbe qui est nettement défavorable, beaucoup plus défavorable que les 3 autres, et c'est la courbe des gens qui avaient au départ un test IDR positif, mais qui n'avaient pas reçu cette chimoprophylaxie prolongée. Quand on arrête ce traitement prolongé, en fait, la courbe rejoint exactement celle des patients qui n'avaient pas été traités auparavant. Et puis le dernier essai, qui est un essai majeur, financé par l'Agence nationale de recherche sur le sida en France, et un essai publié ce mois-ci dans le Lancet Global Health.
Donc c'est un essai qui a été conduit par l'équipe qui a fait l'étude Temprano, qui avait été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2015. Globalement, donc cette étude s'intéresse à 9 centres en Côte d'Ivoire avec des patients tous VIH+, qui avaient moins de 800 CD4 à l'inclusion et qui n'avaient pas à l'époque de critères OMS pour débuter un traitement antirétroviral. Les patients étaient randomisés avec un bras chimio-prophylaxie versus un bras pas de chimio-prophylaxie et un bras je débute très tôt les antirétroviraux versus j'attends que le patient développe des critères OMS pour commencer ce traitement. Donc l'étude avait été positive en termes de bénéfices d'introduire les traitements antirétroviraux tôt. Voilà les 4 bras. Et donc cette étude publiée récemment s'intéresse au suivi de ces patients au long terme pour voir s'il y a un effet bénéfique de la chimio-prophylaxie. Donc on va s'intéresser à cette étude à cette période post-essai. La durée de suivi pendant Temprano était de 30 mois et la durée de suivi post-Temprano était jusqu'à ce que le dernier participant ait atteint également 30 mois. Donc c'est un long suivi. Donc voilà rapidement les 4 bras de l'étude. 2 bras qui comportent de la chimio-prophylaxie versus 2 bras qui n'en comportent pas, et 2 bras qui commencent le traitement antirétroviral très tôt, quel que soit le nombre de CD4, versus 2 bras qui attendent d'avoir des critères OMS de CD4 en gros inférieurs à 350 à l'époque. Donc vous voyez, à peu près 2000 patients inclus, un taux de CD4 inférieur à 500 pour un peu plus de la moitié de la population, supérieur à 500 pour l'autre moitié. Seulement 3% des patients avaient un antécédent de tuberculose et à peu près un tiers avaient un test IGRA positif pour la tuberculose. On rejoint les chiffres connus, à peu près d'un tiers de la population mondiale infectée par le bacille. Voilà la durée totale du traitement et voilà le nombre de décès en fonction des bras. Et donc c'est la première étude qui, dans le monde, démontre un effet bénéfique de cette chimio-prophylaxie par isoniazide en rouge sur la mortalité. So this is the very first study demonstrating... So this was the very first study demonstrating that providing IPT in HIV-positive patients had a beneficial effect on mortality. Ça va être dur de continuer sans diapo. Donc l'effet bénéfique de cette chimio-prophylaxie maintenant n'est plus à démontrer. Il faut mettre en œuvre ces pratiques au niveau international. Et donc le congrès de l'ICASA qui va se dérouler en Côte d'Ivoire la semaine prochaine va insister largement sur ces mesures. Je pense que c'est juste le câble qui s'est débranché en fait. Juste le câble qui relie aux vidéos. You have to restart the computer maybe. Désolé pour ce petit intermède. Voilà, donc c'est la première étude à grande échelle qui dans le monde démontre ce bénéfice de chimio-prophylaxie. L'intérêt de cette étude est aussi d'avoir réalisé des tests IGRA à beaucoup de patients. Et vous voyez que le bénéfice existait que le test quantiféron initialement soit positif ou qu'il soit négatif. Donc finalement, la conclusion de cette étude, c'est que chez ces patients infectés par le VIH, on doit donner au minimum 6 mois de chimio-prophylaxie et ça permet de diminuer de 37% la mortalité. C'est pas mal de diminuer une mortalité par plus d'un tiers sans intervention finalement majeure, juste en donnant 6 mois d'isoniazide. Donc ça maintenant, il n'y a plus de discussion au niveau international, il faut mettre en œuvre cette pratique. Vous voyez d'ailleurs que dans le monde... Vous voyez d'ailleurs que dans le monde, le nombre de patients qui maintenant bénéficient de cette chimio-prophylaxie a énormément augmenté sur ces 10 dernières années.
Vous voyez, donc l'Afrique du Sud est ici, le reste de l'Afrique est ici, par contre le reste du monde est très en retard. Évidemment, c'est des politiques de santé qui s'appliquent seulement dans les pays à forte prévalence de tuberculose. Il n'est pas question de mettre ça en place en France, bien évidemment. Donc pour conclure sur cette première partie, la chimioprophylaxie a une efficacité démontrée chez les patients, VIH+, comme VIH-. L'effet bénéfique sur la mortalité vient d'être enfin démontré par l'étude Temprano. On a des recommandations OMS solides, des grandes études publiées depuis. Maintenant, c'est juste une volonté politique de généraliser cette pratique. Si on met en œuvre cette pratique à grande échelle, ça va diminuer l'incidence de la tuberculose au niveau mondial, c'est certain. Et donc vous voyez que encore 7% des 1,3 million de patients qui ont été nouvellement enrôlés dans un programme de prise en charge du VIH ont été diagnostiqués comme étant porteurs d'une tuberculose la même année, en 2016. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, rassurez-vous. Maintenant, quelles sont les recommandations pour le traitement de la tuberculose chez les patients VIH+, en 2007 ? Qu'est-ce que disent les recommandations ? Donc il y a deux recommandations importantes qui ont été publiées cette année ou juste à la fin de l'année dernière. Les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec un update en 2017. Et les recommandations officielles de l'ATS, CDC, IDSA, qui ont été publiées en toute fin 2016. Pour la première fois, ces recommandations ont été également approuvées par l'ERS. Donc c'est vraiment des recommandations mondiales maintenant. Donc on va faire simple, le traitement de la tuberculose pulmonaire chez un sujet infecté par le VIH, c'est en gros le même que chez un sujet VIH négatif, c'est-à-dire 6 mois de traitement avec une quadrithérapie classique. Dans les quelques situations où les patients ne seraient pas déjà mis sous antirétroviraux, il faut probablement prolonger un tout petit peu la phase d'entretien. Ça reste une recommandation très conditionnelle avec un faible niveau de preuve. Donc ça reste très discuté. Sur la base de ces études, en fait, et donc je vais vous en montrer quelques-unes après, la question importante c'était de savoir chez un patient qu'on vient de diagnostiquer comme ayant une tuberculose, quel est le meilleur moment pour débuter son traitement antirétroviral. Est-ce qu'il faut plutôt attendre que la phase d'attaque du traitement de la tuberculose, qui comprend 4 drogues, soit passée, pour éviter le risque d'interaction médicamenteuse et d'avoir beaucoup de comprimés à prendre, mais avec l'inconvénient majeur de devoir laisser les patients très immunodéprimés pendant 2 mois? Ou est-ce qu'il vaut mieux commencer un traitement antirétroviral très tôt, en gros dans les 15 jours qui suivent le diagnostic de la tuberculose, mais avec l'inconvénient d'avoir des risques d'interaction médicamenteuse plus importantes et des syndromes de reconstitution immunitaire plus marqués. Donc il y avait une vraie discussion à l'époque sur ces faits-là, et les recommandations OMS de 2010 ne nous aidaient pas beaucoup, puisque vous voyez qu'en 2003... Il faut commencer le traitement antirétroviral quelque part entre 2 semaines et 2 mois, ce qui est très utile quand on est sur le terrain. Et en 2010, elle disait exactement la même chose. Donc, durant les 8 premières semaines, ce qui veut dire que les docteurs ne savaient pas quand commencer. Donc, trois équipes dans le monde se sont posées cette question en même temps et ont conçu des essais cliniques randomisés pour répondre à cette question. Une équipe en Afrique du Sud, nous au Cambodge, et une équipe dans plusieurs pays, dont le Vietnam, avec une étude ancillaire sur la tuberculose méningée, les méningites tuberculose. Ces études ont globalement le même design, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque étude, ont inclus beaucoup de patients et en gros commencé un traitement tôt, en gros pendant les 2 premières semaines du traitement antituberculeux, et commencer dans l'autre bras un traitement antirétroviral tard, entre 2 et 3 mois après le début du traitement antirétroviral. Donc l'étude dont on s'est occupé s'appelait l'étude Camélia. Je profite ici de la présence de Pierre Lair pour souligner et le remercier encore sur l'implication de l'organisation franco-cambodgienne d'ophtalmologie qui nous a beaucoup soutenus dans cette étude. C'est une étude qui a été financée à la fois par la France, donc l'Agence nationale de recherche sur le sida, et le programme NIH américain. Donc qui s'est posé cette question très simple. Tous les patients ont le même traitement de la tuberculose, tous les patients ont les mêmes antirétroviraux. La seule question est de savoir quand est-ce qu'il faut commencer ce traitement antirétroviral, et donc on a tiré au sort des gens pour commencer soit 15 jours après le début du traitement de la tuberculose, soit 2 mois après. Tous les patients, encore une fois, avaient les mêmes traitements par ailleurs. Les critères d'inclusion étaient classiques, avec des tuberculoses bar+ à l'examen direct, des patients qui avaient moins de 200 CD4 à l'inclusion.
L'étude a été menée dans 5 hôpitaux du Cambodge. Vous avez au passage la photo du service de pneumologie de référence de la capitale Phnom Penh avant l'étude. So this was the pneumology ward before the onset of the trial in Phnom Penh, the capital city of Cambodia. And this is the same picture at the same place after the study. Donc ça, c'est la même photo après que l'étude ait eu lieu. Donc au moins, il y a eu déjà ce bénéfice indirect, quel que soit le résultat de l'étude. Au moins, on a amélioré les conditions de travail des docteurs et d'accueil des patients. Il y a eu énormément de personnes qui ont contribué à cette étude. Vous voyez un nombre de visites très important, beaucoup d'événements rapportés, des examens biologiques très importants. Donc c'est des études qui coûtent cher et qui sont difficiles à mettre en place. Les résultats ont été publiés dans une bonne revue avec 330 patients à peu près randomisés dans chaque bras. Vous voyez au passage que 90% des patients avaient vraiment une culture positive. Il y a toujours à peu près 10% de patients qui sont barres plus à l'examen direct, mais on n'arrive pas à faire pousser le BK. Et très peu de mycobactéries non tuberculeuses dans cette étude, seulement 16 sur les 661 patients randomisés. Les caractéristiques des patients à l'inclusion, vous voyez leur degré de malnutrition important, puisqu'ils avaient un indice de masse corporelle inférieur à 17 en médiane, ce qui est très très bas vraiment, même si les Cambodgiens sont petits, ça fait quand même très très bas. Et vous voyez que 72% de la population avait moins de 50 CD4 à l'inclusion, donc ils étaient extrêmement immunodéprimés. C'est des gens qui allaient mourir si on ne faisait rien. Évidemment, beaucoup de patients avaient une localisation au moins pulmonaire de la tuberculose avec ce biais de sélection qui exigeait d'être barre plus à l'examen direct. En termes d'issue de traitement, donc on vous a dit que l'objectif de l'OMS est d'avoir un taux de succès de 85%. Donc dans le bras introduction précoce du traitement antirétroviral, on n'était pas très loin de ces 85%. Un tout petit peu moins dans le bras introduction retardée. Et donc voilà le résultat principal de l'étude. En fait, il faut commencer le traitement antirétroviral tôt. Vous voyez, en termes de courbe de survie de Kaplan-Meier, il vaut mieux être dans ce bras que dans celui-ci, avec un P extrêmement significatif. Et juste cette intervention de débuter le traitement antirétroviral tôt, sans aucune nouvelle molécule, sans médicaments compliqués, ça réduit la mortalité de 34%, ce qui n'est pas mal non plus, avec un prix à payer qui est... donc oui, il y a très peu de perdus de vue dans cette étude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va les chercher. Donc ça, c'est un de mes collègues cambodgiens qui a lâché sa moto, qui va dans les chemins inondés et qui s'éloigne pas trop de la barrière parce qu'il y a des mines encore dans les champs au Cambodge, et qui finit par retrouver les patients dans leur habitation. Donc ce qui veut dire qu'on a peu de perdu de vue avec les moyens qu'on a pu mettre dans cette étude. Le prix à payer pour commencer le traitement antirétroviral tôt, c'est d'avoir plus de syndrome de reconstitution immunitaire. Bon, j'ai pas le temps de vous parler de ça, mais en gros, c'est des gens qui aggravent paradoxalement leur tuberculose dans les premières semaines où on leur met en route le traitement antirétroviral. 2 autres études ont été publiées dans le même numéro de la même revue avec un design un peu similaire. Cette étude est négative quand on s'intéresse à l'ensemble des patients, mais positive pour la strate de patients ayant des CD4 inférieurs à 50, avec les mêmes résultats que ceux retrouvés dans l'étude Camellia. Et cette étude en Afrique du Sud est également négative sur toute la population concernée, mais positive dans la tranche de patients ayant des CD4 inférieurs à 50. Donc globalement, les 3 études s'accordent pour dire qu'il faut commencer le traitement antirétroviral tôt, en tout cas quand les patients sont très sévèrement immunodéprimés avec des CD4 inférieurs à 50. Ça n'est pas le cas dans la méningite tuberculeuse, où cette étude menée au Vietnam ne retrouve absolument aucune différence entre les 2 bras, et même les traitements étaient plus toxiques quand on les commençait très tôt. Donc c'est la seule exception en fait, c'est la tuberculose méningée. Alors qu'est-ce qui se passe si on débute les traitements antirétroviraux sans savoir si on a ou pas une tuberculose avant, si on n'a pas fait l'effort de diagnostiquer ou pas la tuberculose? Eh bien, on obtient ce type de données, donc dans une étude réalisée sur plus de 1700 patients affectés par le VIH ayant des CD4 inférieurs à 200. Vous voyez, donc on les met tous sous traitement antirétroviral et vous voyez donc en fait, on a une mortalité assez précoce dans les 3 à 6 mois qui suivent l'introduction de ce traitement antirétroviral, qui peut monter dans certains cas jusqu'à 15 à 20%, ce qui pose évidemment problème. Donc on a une mortalité assez élevée dans les 3 à 6 premiers mois.
qui peut aller donc jusqu'à 15-20%. Ça veut dire soit qu'on n'a pas été capable de bien diagnostiquer la tuberculose au départ, soit que de toute façon on n'est pas capable de la diagnostiquer et qu'il faut faire autre chose. Il faut mettre en place une autre intervention. Donc ça c'est le but de notre nouvelle étude, c'est de voir chez ces patients très sévèrement immunodéprimés quelle est la meilleure option pour diminuer la mortalité. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser des nouveaux outils diagnostiques pour mieux diagnostiquer la tuberculose, ou est-ce qu'il faut plutôt leur donner à tous un traitement systématique anti-tuberculeux? Donc c'est l'étude de la NRS 12-290, l'étude Statis, que j'ai le plaisir de conduire aussi. Donc la question de l'étude, c'est est-ce qu'un traitement antituberculeux empirique systématique, donné donc de manière classique, peut permettre de réduire la mortalité et la survenue d'infections bactériennes invasives par rapport au bras de référence qui serait « je cherche la tuberculose avec plein d'examens et je ne traite que ceux qui ont un examen positif ». Donc je vais aller assez vite sur le design, si ça veut bien marcher. Donc tous les patients sont inclus avec moins de 100 CD4 et pas d'évidence de tuberculose. Le patient qui arrive avec un énorme ganglion où on est quasi sûr que c'est une tuberculose, il ne faut pas l'inclure. La moitié des patients est inclus dans le bras traitement seulement si des tests sont positifs. Ces tests sont le GeneXpert qu'on vous a montré tout à l'heure, une bandelette urinaire détectant le lipoarabinomanane et une radio de thorax. Si les tests sont positifs, on commence le traitement de la tuberculose et on leur débute les antirétroviraux 2 semaines après. Si tous ces tests sont négatifs, on leur débute immédiatement le traitement antirétroviral. Et on les suit pendant longtemps. Dans le deuxième bras, on fait aucun de ces examens, on fait juste une radio de référence, on leur donne à tous une quadrithérapie antituberculose, puis on débute les antirétroviraux 15 jours après. Le critère de jugement principal, c'est la mortalité, quelle que soit la cause, après les 6 mois de l'intervention, et la survenue d'infections bactériennes invasives, et la fin du suivi, c'est au bout d'1 an. Donc les cibles initiales dans les 4 pays dans lesquels on travaille étaient d'inclure donc 1050 patients. On travaille en Côte d'Ivoire, au Vietnam, au Cambodge et en Ouganda. Et donc le dernier patient a été inclus dans cette étude le 3 mai 2017. Vous voyez le nombre réel de patients inclus par pays, et donc les analyses vont débuter la semaine prochaine, ou dans 15 jours, pour savoir la réponse à cette question. Donc l'année prochaine, je pense qu'on pourra vous donner la réponse à cette question. Est-ce qu'un bras est supérieur à l'autre? Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que, vous voyez, presque 750 patients ont été inclus avec des CD4 inférieurs à 50, alors que tous les autres ont des CD4 entre 50 et 100. Qu'est-ce qu'il en est de la tuberculose multirésistante? Donc je ne reviens pas sur les définitions qui vous ont déjà été données pour dire si on est multi ou ultra résistant. Vous voyez que le développement des nouvelles drogues de la tuberculose débute en fait ici, et comme par hasard, c'est l'explosion du nombre de cas de tuberculose multirésistante. Ces diapos vous ont déjà été montrés. Donc en 2016, il y a un update des recommandations de l'OMS pour spécifiquement le traitement des tuberculoses multirésistantes. Et ce papier qui va être bientôt publié, là qui est pour l'instant seulement en ligne, vous montre pour la première fois le devenir de ces patients atteints de tuberculose multirésistante avec un schéma standardisé beaucoup plus court que les précédents. Malheureusement, dans cette étude, vous voyez bien que si les résultats sont assez bons chez les patients VIH négatifs, on obtient à peu près 85% de succès, ce qui est vraiment pas mal. Les résultats sont nettement moins bons encore chez les patients VIH+. Donc on a toujours ce même problème chez les patients VIH+. Pourtant, on a des nouvelles molécules qui apparaissent, je ne veux pas détailler ça, mais vous voyez, il y a plein d'essais de phase 3 en cours, combinant une ou plusieurs nouvelles molécules pour traiter ces tuberculoses, dont on aura les résultats dans quelques années. Ça, je passe aussi. Donc ce traitement standardisé maintenant dans le monde, recommandé par l'OMS quand on n'a pas accès facilement à un antibiogramme, c'est celui-là. Donc c'est 4 à 6 mois de kanamycine, moxifloxacine, prothionamide, clofazimine, pyrazidamide, éthambutol et INH à haute dose, même si les gens sont multirésistants. Donc ça, avec donc des traitements injectables pendant 4 à 6 mois, suivi de 5 mois de traitement d'entretien avec des quinolones, la clofazimine qui était un traitement de la lèpre qui revient à la mode, le PZA et l'éthambutol. Et donc avec ça, on atteint 85% à peu près de taux de succès chez des patients VIH négatifs. Ce qui n'est pas si mal. Donc en conclusion, je dirais que malheureusement la tuberculose est toujours un problème dramatiquement d'actualité.
on a plus d'1,5 million de patients qui sont décédés en 2016 de tuberculose, alors que c'est une maladie facile à traiter. Le rôle des pneumologues est majeur dans tout ça. Il faut toujours continuer à s'intéresser à cette maladie et ne pas oublier que les gens meurent de cette maladie dans le monde. La chimio-prophylaxie par isoniazide, on a enfin une démonstration de la réduction de la mortalité. Donc il n'y a plus de raison pour ne pas l'appliquer dans les pays où l'incidence de la tuberculose est assez élevée. En ce qui concerne le traitement de la tuberculose chez les patients adultes infectés par le VIH, c'est les mêmes molécules que chez les patients VIH négatifs, et en gros la même durée de traitement, retenons ça pour simplifier. Évidemment, il y a une grande importance du délai d'introduction du traitement antirétroviral chez les patients les plus sévèrement immunodéprimés, donc il faut absolument faire en sorte que ce traitement antirétroviral soit commencé dans les 2 premières semaines si le taux de CD4 est initialement inférieur à 50, ce qui est très très bas. Attention, quand on initie un traitement antirétroviral, à bien être sûr d'avoir éliminé la tuberculose, ou on verra s'il faut discuter l'introduction d'un traitement empirique, ça, notre étude le dira dans quelques mois. Pour la tuberculose multirésistante, on a enfin un nouveau régime standardisé plus court, donc qui là encore n'est pas applicable en France puisqu'on a la chance d'avoir accès à des antibiogrammes de 2e ou 3e ligne, mais qui est applicable et généralisable dans le reste du monde. Et je vous rappelle que l'objectif global de la prise en charge de cette tuberculose chez les patients VIH+, est encore de réduire la mortalité. On a encore énormément de travail à faire là-dessus, donc on doit tous être mobilisés sur cette action. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Well, thank you very much. We can take some questions. The Professor Ali Ben Khedira is not here on account of illness, so you won't miss out on tea time. Any questions for any one of the 3 presenters? You can speak in French, that's fine. On traduira si besoin. So, there was a study, the REMEMBER study, that was published on empiric anti-TB treatment in patients with advanced HIV, and it showed that it was no better than giving INH prophylaxis. Your comment on that? If you can repeat the question in French, please. Oui, donc il fait mention d'une étude qui s'appelle l'étude REMEMBER, qui a été publiée il y a 1 an et demi et qui, donc sur l'intérêt éventuel d'un traitement empirique ou non de la tuberculose un peu chez ces mêmes patients, et qui ne démontrait pas d'effet bénéfique et qui ne retrouvait pas d'effet bénéfique de l'IPT, de la chimio-prophylaxie par isoniazide. Donc la réponse c'est que cette étude en fait souffre de biais méthodologiques et que notamment la mortalité prévue au départ a été de environ 15% et la mortalité réelle observée a été seulement de 5% dans l'étude. Du coup c'est très difficile de démontrer un effet bénéfique. So part of the answer is that they assume to have a mortality roughly about 15%, and at the end they have 5% of mortality overall, so it was very difficult to demonstrate anything with such numbers. But the Temprano study shows a high benefit of IPT in these patients, so I think the deal is done now. The answer is Okay, so, and to Dr. Christopher, the political commitment to TB control in India, how has that changed in the last, say, 5 years with the new government? And the reason I ask you is because I do believe that if you don't have the political commitment, all the science you have is going to go to waste or it's meaningless. So what's your sort of commentary on that? Yeah, good question. I think political commitment is there and not there. Okay? That's like yes and no. It is there in intent. Okay, the government, the ministers say that, yeah, it's a big problem, you should eradicate it. In fact, the health minister, I think, said it should be eradicated by 2025. He has no idea what it takes to eradicate tuberculosis. He doesn't know what a resilient problem it is, which has been as old as man. So that is there. But the GDP that is devoted to health, India is, I think, about 2%, is the GDP committed to health. So TB itself, I think, will probably require 70% of that if we have to forge an effective fight. Having said that, some things are happening. I think I have to close in an optimistic note.
Gene Expert, which diagnoses TB rapidly, has the numbers in the healthcare systems has increased astronomically. And so there are signs of, good intent. And again, the intermittent treatment has just got changed nationally to daily treatment. So there are, and again, bedaquiline has got introduced earlier in small pockets, but now they are opening it out to the whole country. So there are some positive signs. Because it's paradoxical, because India is the country that we look to providing drugs at a very low price. Yet it's the same country that can't provide cost-effective treatment to its own population. And I think it's transformed the HIV world in terms of access to cheap drugs. It's made a big difference. I think, we look to India for that kind of leadership, so we'd hope that it would translate into effective TB control, and we would take the cue from that. Because the other problem we face in South Africa is frequent drug outages. Because we just, obviously it's lack of forward planning and a cost issue. Are there any questions from the audience? Merci. Une question pour François-Xavier Blanc. En matière de VIH et de tuberculose, quelle est la position, qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce qu'on a beaucoup d'associations? Est-ce qu'avec l'arrivée des nouvelles, des populations de l'Est qui sont très multirésistantes, est-ce qu'il y a pas mal d'associations? So he's asking about the situation in France about TB/HIV co-infection. Donc en France, ça n'est pas un énorme problème, il n'y a pas énormément de patients co-infectés. La preuve, c'est que quand on veut faire des essais cliniques en France, on met 5 ou 6 ans à inclure les patients, alors qu'on met 4 mois à les inclure dans le reste du monde. Donc il ne faut pas faire ces essais cliniques en France, c'est clair. Par contre, il y a effectivement quelques patients qui viennent d'Europe de l'Est. Ils ne sont pas forcément tous co-infectés. Souvent, c'est des anciens prisonniers qui ont plutôt des hépatites C plutôt que du VIH. Mais le nombre de cas reste très faible. Le nombre de cas de tuberculose multirésistante en France est passé en gros de 50 à 100, 120 par an. So the number of MDR-TB cases in France, roughly, is about 120 per year overall, so it's very few. And of course we have some patients coming from Eastern Europe. Donc on a des patients qui viennent, we have patients coming from Eastern Europe who have XDR-TB, but very few, let's say 15 per year overall, so they are very easy to manage for us. Well, that's the point I wanted to make, is that you think you may have a low TB incidence in your country, but because the world is a global village, it's going to impact on you whether you like it or not, and that's why I think we all should be au fait with TB, how to diagnose it, treat it, and how to have TB control programs. I think that that's absolutely critical. So, are there any other questions you want to? Merci. Le professeur Louis Lalou a souligné l'intérêt pour un bon programme tuberculose du contact tracing, rechercher les sujets contacts et les dépister, et voilà. Et donc, je crois que c'est extrêmement important. Et depuis 2016, l'OMS recommande maintenant un nouvel usage dans la radio, dans le dépistage de la tuberculose, chest X-ray. Et en Afrique francophone, ce n'est pas du tout pratiqué. Les contacts étroits d'un tuberculeux contagieux n'ont pas de radio. Or, il peut y avoir des tuberculoses à microscopie et culture négative avec une image caractéristique. Déjà, si j'ai un sujet contact, c'est une bonne indication pour Hen of TB. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. So he asked the question about contact tracing in your settings, and he says that since last year WHO recommends the chest X-ray being part of the package. And he says, unfortunately, in French-speaking African countries, chest X-ray is not performed in this situation. So what do you think about that? Well, in South Africa we have access to chest radiography, but I think the problem is at a very basic level. If we were able to trace contacts who were symptomatic, instead of doing mass X-rays of contacts, and if you just target the symptomatic people, I think we would, my guess is we would track about 70% or more of those who have active TB in the contacts. So I'm not sure that we should bring on another layer of expense
when we should be doing the basic things first. So the point is, if you have symptoms, very simple, you have cough, fever, weight loss, night sweats for 2 or more weeks, you should be tested for TB if you're a contact. Particularly if you're anybody, but certainly that's what we should actively do. But we are not able to do that in our country. Now to bring on X-rays where we have access to, it's going to add a layer of cost. And I don't know if you know the study that was done that showed that when you use introduced GeneXpert, it made no difference to the number of cases who were treated for TB, simply because anybody who came in with a chest X-ray or any symptoms were put on TB treatment. So if you treated everybody for TB, even if they didn't have TB, bringing in a test didn't make a difference to the number of new cases getting treated. So the point I'm making is that you need a well-controlled program that does the basics first. We should be very careful about introducing additional expense when we could do most of the work with simple symptom screening and then sputum testing. Because chest X-ray needs, then you need good quality radiography, and then you need somebody to interpret it. And then you must follow up with sputum. And a lot of our patients will have scarring in the lung from previous TB and may get overdiagnosed. So I think it does introduce a number of problems. Personally, and I'd like to make this statement here, is I'm not sure that the WHO thinks straight, because it's the same organization that gave President Mugabe, made him the ambassador for the WHO. And then 2 days later they said they made a mistake. So I can imagine the mistakes they made. They also made a statement 20 years ago, 30 years ago, we don't need new TB drugs, we got it under control. So I'm not sure that the WHO puts its facts correctly. You want to comment on that? Yeah. You're part of the WHO. Yeah, I wanted to comment on the role of chest X-ray. So our program does say that contact tracing is desirable, but if you look at how far it is done, it is very skimpy. So what do we do at the minimum? We, as was alluded to by Professor Lalu, we symptom screen relatives. The challenge really is, I don't want to repeat what was said, but the challenge has been to get relatives to come forward to be screened. There is a taboo about TB diagnosis. So relatives say, why should I come and then get branded as having TB? Bad enough having one in the family with TB. This is an added dimension to a thing I had very little understanding till we aggressively started to get the family for screening. Yes, go ahead. Can I just ask you, why has the mortality from tuberculosis gone down over the last 5 or 10 years? That's been shown on those WHO figures. Well, I can say in South Africa, certainly they've made great inroads. Certainly from a level of TB incidence of 1,000 per 100,000, we're coming down to about 800, but it's still very high. But certainly those are the positive signs. So I can speak for South Africa. There's no doubt that the rollout of TB treatment has improved, and I think it is in parallel with the rollout of antiretroviral treatment. So I think that's part of the explanation. Remember that 1/3 of the TB deaths are the deaths in patients with HIV infection. So if you control HIV, you're going to see a difference immediately. I don't know about the explanation in India. I'll add to that. So we have very effective chemotherapy. So we should actually be on the road to elimination. Theoretically, there is no deterrent to elimination of TB with the drugs we have. Then we have better and better diagnostics. So I think it is better diagnostics and better treatment that is the cause of decline. Having said that, we have not fulfilled the potential of these things. That is why we have not made much bigger progress than what we have shown on those figures. It's the same, it's not different. No, it's the same. Access to ART increased a lot, so it's part of the solution. It's not all the solution, of course. And in the UK, I mean, how effective is contact tracing? I know in the US, for example, it is almost legislated. You get penalized if you don't do contact tracing. They do a lot for new migrants. People who arrive, they do quite well, but they have very low incidence of TB. They had a specific problem in London, but they solved it. Because they have a large number of immigrants, so yes. come in with TB. Yes.
It's like in France. I mean, when you arrive legally, you have to have at least a physical exam and chest X-ray. Good, okay. So if there's no other question, then we'll break for tea and we'll reconvene at 11. Is that okay? Encore une question. Vous avez parlé tout à l'heure pour diminuer donc l'effet d'interdiction médicamenteuse par rapport au début de traitement de tuberculose et l'anti-HIV. Il n'est pas de possibilité de commencer avec 2 antituberculeux en même temps que les anti-HIV et pendant 2 semaines et mettre encore le reste de traitement pour ne pas laisser ouvert aux infections opportunistes. So he asked the question, in TB HIV co-infected patients, would it be feasible to start TB treatment with only 2 drugs during the first 2 weeks, and then starting ART and then giving the full TB treatment? That would be dangerous. So I have less experience with HIV TB than the other two, because in India the HIV prevalence in TB patients is less than 5%. So I know that the priority is to start anti-TB treatment. TB kills much more quickly than underlying HIV. So anti-TB treatment is started, and I think 4 to 8 weeks later, ART is introduced gradually. So that is the summarizing the project. Yes, but if you have very severely immunosuppressed patients with CD4 below 50, it's criminal to delay the initiation of ART. You should start ART within the first 2 weeks. Otherwise, you will have people who die. I mean, the evidence of the literature is evident. Donc non, on peut pas faire ça parce que ça serait trop dangereux. On sélectionnerait des mutants résistants. Et donc c'est la tuberculose qui tue, donc il faut commencer les 4 drogues de la tuberculose en même temps, comme chez tout le monde. Et après, on commence le traitement antirétroviral et on a montré que c'est pas le problème des interactions puisqu'on sauve les gens en faisant ça. Donc c'est pas un problème, c'est pas ça qui doit freiner le développement de cette pratique. Chez les patients qui ne sont pas très sévèrement immunodéprimés, on peut tout à fait attendre 4 à 8 semaines, donc la fin de la phase d'attaque du traitement de la tuberculose pour commencer le traitement antirétroviral. Et chez les très sévèrement immunodéprimés, non, il faut y aller. Et là, il y a une grosse évidence dans la littérature. So, thanks a lot. Donc, on se revoit à 11h. Merci beaucoup.